Bienvenue à tous pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. C'est vraiment un immense plaisir de se retrouver pour décortiquer ensemble les documents du jour. Salut Sam. Oui, un vrai plaisir, je suis ravie d'être là. On a un super sujet aujourd'hui. Carrément. Aujourd'hui, on part sur un thème qui semble à première vue d'une simplicité enfantine, mais tu vas voir, ça cache en réalité une complexité sociale qui est absolument fascinante. C'est clair. On parle des fondations même, hein. Exactement. Notre mission du jour, c'est d'explorer les bases de la langue française à travers un guide. Un guide qui est conçu pour les tout grands débutants, ce qu'on appelle le niveau A1. Et plus particulièrement, la toute première leçon qui est consacrée aux salutations et aux présentations. La fameuse leçon numéro 1. Voilà. Mais attention, que l'audience se rassure tout de suite, notre objectif, c'est absolument pas de réciter un dictionnaire ou de faire un cours de rattrapage scolaire ennuyeux. Non, ça non, ce serait terrible. L'idée, c'est vraiment d'extraire de ces bases linguistiques la véritable chorégraphie sociale qui se joue en France au quotidien. J'aime beaucoup cette expression de chorégraphie sociale, parce que c'est exactement ça. Parce que maîtriser cette langue, c'est pas simplement aligner des syllabes en fait. C'est comprendre une danse invisible, ou le choix d'un mot, ou même d'un tout petit pronom, ça peut faire la différence entre paraître super charmant ou se comporter comme un véritable éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est tout à fait ça. Bon, décortiquons tout ça. Car derrière un vocabulaire qui tient littéralement sur un post-it, il y a des siècles de codes culturels. C'est un point de départ qui est extrêmement riche en fait. Chaque langue fonctionne un peu comme un miroir de la société qui la parle. Et le français illustre ce principe, mais alors à la perfection. De ouf. Ce qui est captivant dans cette première leçon qu'on a sous les yeux, c'est qu'elle ne traite pas de grammaire pure, elle traite de survie sociale. De survie sociale, carrément, oui. Ah oui, complètement. Les premiers mots que tu prononces dans un environnement francophone, ils servent pas seulement à transmettre une info. Ils servent à positionner les individus les uns par rapport aux autres. D'accord, je vois. Chaque salutation a sa propre texture, un poids culturel, une fonction bien précise pour établir des frontières ou au contraire pour inviter à l'intimité. Alors plongeons directement dans le grand bain avec le b.a.-ba, l'art subtil de dire bonjour. Allons-y. Ta liste de base qu'on a dans les documents est hyper courte et va droit au but. On a bonjour, salut, au revoir, oui, non et merci. Les classiques. Jusqu'ici, rien de bien intimidant. Mais là où la matière devient passionnante, c'est l'insistance vraiment absolue des sources sur la ligne de démarcation entre bonjour et salut. Ah oui, la fameuse frontière. Le matériel d'étude affirme que bonjour, c'est le terme universel, le gilet de sauvetage social en gros, tandis que salut est strictement réservé à la famille et aux amis. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment si strict? N'est-il pas un risque, à force de dire bonjour partout, de paraître un peu froid ou distant? C'est une excellente question. Et en fait, c'est souvent le piège dans lequel tombent ceux qui observent cette culture de l'extérieur. La froideur apparente, c'est en réalité une marque de profond respect. Ah, intéressant. Tu sais, bonjour, qui signifie littéralement souhaiter un bonjour, ça fonctionne comme une clé universelle. C'est le mot qui te permet de franchir une barrière invisible entre l'espace public et l'espace privé. Donc c'est pas juste un mot, c'est un sésame, quoi. Exactement. En France, l'espace public n'est pas un lieu où tout le monde interagit librement. C'est un espace partagé qui nécessite des rituels d'approche. Donc le bonjour signale que l'on reconnaît l'existence de l'autre, mais tout en respectant sa bulle. Une sorte de pacte de non-agression polie, en quelque sorte. C'est la métaphore parfaite. À l'inverse, utiliser salut avec une personne que l'on ne connaît pas, c'est faire effraction dans cette bulle. Ah oui, ça pardonne pas. C'est ça. C'est présumer d'une proximité, d'une intimité qui n'a pas encore été gagnée. C'est pour ça que la frontière est si rigide. Salut fait tomber les armes formelles. C'est vraiment le vocabulaire du cercle restreint, du clan, en fait. C'est fou de voir à quel point ça va loin. Et cette idée d'aller à l'essentiel avec les amis, de faire tomber les barrières, on la retrouve d'ailleurs dans la forme même de ce mot, salut, et dans son orthographe. Oui, l'orthographe française, toujours un grand moment. Grave. La matière qu'on a sous les yeux aborde ce concept qui rend souvent perplexes les esprits logiques. Les lettres fantômes. Ah, le cauchemar des apprenants. Si on prend le mot « salut », il s'écrit S-A-L-U-T. Mais l'instruction formelle de cette première leçon est super catégorique. Il ne faut surtout pas prononcer le T final. On dit « salut ». Surtout pas. D'un point de vue purement pragmatique, c'est quand même un peu absurde d'encombrer l'alphabet avec des lettres qu'on décide collectivement d'ignorer à l'oral, non? Ça peut paraître complètement contre-intuitif, c'est vrai. Pourquoi garder un T si la voix l'ignore?
En fait, historiquement, c'est le fantôme de ses racines latines, le mot salutem. L'orthographe française a figé l'histoire sur le papier. C'est un peu comme un musée archéologique des mots. Un musée archéologique, j'adore l'image. Mais tu vois, au-delà de l'histoire de la langue, cette omission volontaire a une fonction esthétique fondamentale. C'est-à-dire, En refusant de buter sur ces consonnes finales qui sont un peu abruptes, le français oral privilégie la musicalité, la fluidité. C'est ce qui crée des transitions douces et donne à la langue cette fameuse mélodie continue. La lettre existe pour l'œil, pour structurer le sens, mais la voix l'efface pour préserver le rythme. c'est fascinant. Donc l'écrit garde la mémoire et l'oral privilégie le confort de l'oreille. Voilà, c'est exactement ça le compromis français. Et cette idée d'efficacité et de fluidité, on la retrouve poussée à son paroxysme absolu dans le deuxième grand thème de notre exploration, la manière de demander des nouvelles. Le fameux test du quotidien. Oui, les documents introduisent la formule classique « ça va » ou sa variante légèrement plus longue « comment ça va ». Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi tu dis ça? Parce que la traduction littérale, qui est soulignée pour les débutants dans nos sources, c'est « it goes ». C'est d'un minimalisme presque philosophique. Ce qui est fascinant ici, c'est la polyvalence redoutable de cette toute petite expression. Ça va est un chef-d'œuvre d'économie linguistique, vraiment. En 2 mots, on a tout dit. C'est ça. Ces 2 syllabes servent à la fois de question et de réponse. On s'enquiert de l'état du monde de l'autre personne avec une facilité déconcertante. Ça va, ça va. Et la traduction « it goes » capture parfaitement cette dynamique. On ne demande pas une analyse psychologique détaillée, tu vois, ou un bilan médical exhaustif. On vérifie juste si le mouvement naturel de la vie suit son cours. Le flux est-il en marche? Oui, ça avance, ça va. C'est super pragmatique. Mais justement, il n'y a pas un côté presque mécanique, voire un peu hypocrite là-dedans? Si tout le monde répond « ça va » à la question « ça va », est-ce qu'on vide pas l'interaction de son sens? C'est comme si on refusait d'entrer dans les vrais sentiments. Je comprends pourquoi on peut le voir comme ça de l'extérieur. Mais ce n'est pas un refus des sentiments, c'est plutôt une question de pudeur. De pudeur. Oui, de pudeur et de gestion de l'espace social dont on parlait tout à l'heure. Cette structure minimaliste offre une zone de confort immense. Elle permet de maintenir le lien social sans forcer la confidence. D'ailleurs, les réponses types prévues par la leçon illustrent super bien cette stabilité. Comme quoi, par exemple? La réponse positive classique, c'est « ça va bien, merci ». C'est l'optimisme poli. Et même pour la réponse négative, l'expression reste tout aussi encadrée et concise. On dit juste « ça va mal ». C'est direct, net et sans appel. On prend pas autour du pot. Exactement. On prend le bloc central « ça va » et on y accroche simplement un curseur, bien ou mal. Pour un nouvel arrivant dans la langue, c'est une bouée de sauvetage formidable. Ça permet de simuler immédiatement une conversation fluide, sans s'empêtrer dans des conjugaisons ou des nuances émotionnelles qui seraient beaucoup trop complexes pour un niveau A1. Le fameux couteau suisse de la conversation. Très pratique, effectivement. Indispensable. Mais bon, la zone de confort s'arrête net dès que l'on passe au 3e chapitre de notre exploration. Et là, on entre dans un véritable champ de mine. Aïe, 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 je sens qu'on va parler des pronoms. Dans le mille, le choix entre tu et vous. Mais avant même d'en arriver là, la mécanique pour donner son propre nom est déjà une petite gymnastique intellectuelle en soi. Ah oui, la construction réflexive. C'est ça. On apprend à dire « je m'appelle ». Littéralement, comme le pointe la source, ça signifie « I call myself ». Je m'appelle moi-même. Voilà. C'est une action réfléchie, une sorte d'auto-désignation, mais la véritable tension surgit lorsqu'il faut demander son nom à la personne en face. Et c'est exactement à ce carrefour que la grammaire vient percuter la sociologie de plein fouet. Comment? Le guide présente 2 voies radicalement différentes pour obtenir cette simple information. D'un côté, on a la voie informelle. Comment tu t'appelles? On utilise le « tu ». Ok. De l'autre, on a la voie formelle. Comment vous vous appelez? On déploie le fameux « vous ». Pour quiconque a grandi avec une langue où il n'existe qu'un seul mot pour désigner son interlocuteur, comme le « you » anglais par exemple, cette bifurcation est un véritable casse-tête. Comment on fait pour savoir quelle route prendre sans commettre un énorme impair? C'est le concept le plus crucial de toute interaction francophone. Vraiment. La distinction entre le tutoiement et le vouvoiement n'est pas un simple raffinement stylistique. C'est l'architecture même des relations sociales. Rien que ça. Le « vous » n'est pas juste un pronom pluriel ou formel. C'est une barrière protectrice. Il construit une distance de courtoisie qui reconnaît l'autonomie et le statut de l'autre personne.
Lancer un tu de manière prématurée à quelqu'un que l'on ne connaît pas, c'est franchir cette barrière sans y avoir été invité. C'est les fractions dont tu parlais avec le salut. Exactement le même principe. Selon le contexte, un tu mal placé peut être perçu comme un manque flagrant d'éducation, une marque de condescendance ou même une vraie microagression. Ce qui explique pourquoi le document dicte ce qu'il nomme la règle d'or. C'est imprimé en lettres capitales dans nos sources. En France, en cas de doute, il faut toujours utiliser « vous » par politesse. C'est le filet de sécurité absolu. C'est la règle de survie de base. Mieux vaut paraître un peu trop guindé que grossièrement familier, en somme. Absolument. Opter pour le vous, c'est adopter une posture d'humilité sociale. C'est accorder à l'autre le respect de son propre périmètre. La mécanique sociale veut d'ailleurs qu'il soit extrêmement naturel, une fois que la confiance est établie, de proposer de passer au tu. La transition se fait en douceur. On peut se tutoyer, ce genre de phrase. Voilà. À l'inverse, il est virtuellement impossible de réparer la gêne causée par un tutoiement mal placé d'emblée. La règle enseignée ici est donc d'une justesse pragmatique totale. Pour rendre tout ça un peu plus concret, nos sources proposent de sortir de la théorie avec une petite mise en situation. Une courte histoire qui est intitulée « La rencontre ». Très bien, regardons ça. Il est aussi de la décortiquer lentement pour bien en saisir la chorégraphie. Alors, imaginons la scène. Un certain Lucas se trouve à Paris, attablé à la terrasse d'un petit café. Il aperçoit une personne, Anna. Le scénario nous propose leur tout premier échange. Pour bien comprendre la dynamique, mettons-nous en situation. D'accord, je te suis. Si je prends le rôle de Lucas, je décide de rompre la glace avec précaution et je lance un simple « bonjour ». Et dans le rôle d'Anna, je reçois cette approche, je ne connais pas cet homme, je suis dans un espace public, je maintiens donc fermement la distance sociale appropriée en répondant formellement. Bonjour, comment allez-vous ? J'entends parfaitement le « vous » de politesse. Lucas comprend le message, il respecte le cadre imposé et il renvoie la balle sur le même registre formel. Ça va très bien, merci. Et vous ? L'équilibre est maintenu, Anna peut alors faire un pas de plus en dévoilant son identité. Ça va bien, je m'appelle Anna, et vous, comment vous vous appelez ? La formule formelle est complètement verrouillée. Le contrat de confiance est respecté. Lucas répond alors « Je m'appelle Lucas, enchanté ». L'histoire s'achève sur Anna qui scelle cette nouvelle connaissance avec un « Enchanté Lucas, bienvenue en France ». La scène est super brève, mais chaque mot est pesé au milligramme près. C'est une démonstration vraiment clinique du protocole social en action. Mais il y a dans cet échange un détail fascinant, un vrai code secret qui échappe totalement à l'oreille et que la grammaire impose à l'écrit. Tu parles du fameux mot « enchanté ». Oui, attardons-nous sur ce mot qui exprime le plaisir de la rencontre. Quand Lucas, un personnage masculin, prononce « enchanté », le mot se termine par un seul « et », avec un accent aigu. C'est la règle standard. Oui, E-N-C-H-N-T-E, accent aigu. Voilà. En revanche, lorsque Anna, qui est une femme, prononce ce mot, l'orthographe française exige l'ajout d'un « e » supplémentaire à la fin. Donc E-N-C-H-N-T-E, accent aigu « e ». C'est la fameuse règle de l'accord en genre. Une nouvelle lettre fantôme. Encore une. Parce que, si je ne m'abuse, que l'on mette ce fameux « e » ou « non » à la fin, le son produit est rigoureusement identique. C'est tout le paradoxe de cette règle. À l'oral, la différence est absolument indétectable. Personne ne peut entendre un « e » muet à la fin de « enchanté ». C'est fou. L'accord grammatical est une exigence purement visuelle, réservée au lecteur. C'est un code de l'écrit qui n'a aucune réalité acoustique. C'est l'un de ces nombreux pièges invisibles qui demandent à l'apprenant de penser l'orthographe indépendamment du son. C'est d'une beauté un peu frustrante, disons-le franchement. Et puisqu'on parle de son, la scène du café nous amène au point suivant. Et là, ça nécessite un certain échauffement vocal, la prononciation du fameux « R » français. L'épreuve ultime pour beaucoup. Les documents y consacrent une section entière. L'analogie choisie par la source est assez imagée. Le guide décrit ce son comme venant de l'arrière de la gorge et le compare à, je cite, « un doux gargarisme ». C'est poétique, un doux gargarisme. N'est-ce pas ? Il est même noté que s'exercer sur un mot comme « au revoir » donne souvent lieu à des tentatives assez comiques lors des toutes premières leçons. C'est effectivement un obstacle physique majeur pour beaucoup de monde. Ce R n'est pas qu'une convention, c'est une vraie gymnastique musculaire qui est inédite pour de nombreux non-francophones. Techniquement, il se passe quoi dans la bouche ?
C'est ce que les linguistes appellent une consonne fricative uvulaire. Ah ouais, le terme barbare. C'est un peu barbare, je l'admets, mais pour faire simple, cela signifie juste que l'air vient frotter tout au fond du palais, au niveau de la luette, mais sans jamais bloquer complètement la respiration. Donc contrairement au R roulé de l'espagnol ou de l'italien, qui se passe à l'avant de la bouche, avec la pointe de la langue, Exactement. Le R français se joue entièrement à l'arrière-boutique de la bouche. l'arrière-boutique. J'aime beaucoup l'image. Si je devais m'essayer à l'exercice du doux gargarisme sur le mot « au revoir », il faudrait aller chercher cette petite vibration légère. Ça donnerait quelque chose comme « au revoir », un petit frôlement au fond de la gorge. Pas évident de le faire sonner naturel sans avoir l'air de s'étouffer avec une gorgée d'eau, hein? C'est un excellent effort. Franchement, la clé réside dans la douceur du frottement, ce que la source décrit d'ailleurs très bien. La pratique demande d'accepter de faire des bruits un peu étranges face à son miroir au début. Faut pas avoir peur du ridicule. C'est ça. C'est un passage obligé pour trouver ce point d'équilibre vibratoire qui caractérise si fortement l'accentuation française. Perdre un peu sa dignité vocale au début pour gagner l'élégance par la suite. Exactement. Pour clore cette exploration et tester toutes ces théories, la leçon se termine par une série de mises en situation, de petits jeux de rôle. C'est vraiment l'épreuve du feu. Voyons comment toutes ces règles s'articulent dans la vraie vie. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est l'exercice parfait. Une langue ne vit que par son usage contextuel, après tout. Analysons ces scénarios. Allons-y. On prend le premier scénario. Une personne entre dans une boulangerie pour y acheter un croissant. L'instruction formelle du guide dicte de commencer par un grand « bonjour ». Et après ce qu'on vient d'analyser, on comprend beaucoup mieux l'enjeu en fait. On n'entre pas simplement dans un espace commercial anonyme, on entre dans le domaine de l'artisan, on franchit une frontière. Absolument. Dans nos nombreuses cultures, l'échange commercial peut totalement se passer de salutations formelles. On va droit au but, on passe commande et c'est tout. Ouais, Mais en France, omettre le bonjour en entrant dans une petite boutique, c'est ignorer l'humanité du commerçant pour le réduire à un simple distributeur de biens. C'est perçu comme une faute sociale grave qui va immédiatement tendre l'interaction. Le bonjour, c'est ce qui ouvre la transaction sur une base de respect mutuel. ok, super clair. Deuxième scénario, changement radical de décor et d'ambiance. Imaginons une rencontre avec un ami très proche dans un parc. L'action indiquée par nos sources, c'est le combo rapide « Salut, ça va ?» La pression retombe totalement. Le te de salut est escamoté, le minimalisme est de rigueur. La familiarité est le mot d'ordre ici. Le contrat social formel est levé, la concision prouve la proximité en fait. Utiliser un bonjour comment allez-vous formel dans ce scénario, ça jetterait un froid polaire, ça laisserait penser qu'il y a un conflit sous-jacent. Le surrespect deviendrait presque une insulte, quoi. C'est tout à fait ça. Troisième scénario, et là, on fait exploser le thermomètre de la formalité. Rencontre imaginaire avec le président de la République française. Rien que ça, hein? L'action dictée est sans appel. Bonjour monsieur, je m'appelle, comment vous vous appelez? Bon, il est peu probable de devoir demander son nom à un chef d'État, mais sur le plan grammatical, l'injonction est d'utiliser le « vous » sans aucune négociation possible. Cet exemple, bien qu'extrême, est pédagogiquement brillant. Il grave dans le marbre le fait que la règle du vouvoiement ne souffre d'aucune exception ascendante. C'est-à-dire, Vers le haut de la hiérarchie sociale, de l'âge ou de l'autorité, le vous est un bouclier et un hommage incontournable. Tu ne tutoies jamais le président. ça me semble logique. Enfin, quatrième et dernier scénario de ce parcours du combattant social. Quitter notre fameux petit café du début. L'action recommandée pour prendre congé est de lancer un franc et sonore « au revoir » et « merci » avec, espérons-le, ce R frôlé avec grâce au fond du palais dont on a parlé. C'est la boucle qui se ferme. Le merci reconnaît le service rendu, l'espace partagé, et le revoir clôture proprement l'interaction. Ça laisse l'espace public intact pour les prochains occupants. C'est d'une propreté relationnelle absolue. C'est joliment dit. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au bout du compte? Au terme de cette analyse, il saute aux yeux que cette immersion dans une simple leçon pour débutants, ça va bien au-delà de la mémorisation de mots croisés. Ah oui, on est loin du simple lexique. Pour quiconque écoute ces échanges aujourd'hui, il devient évident que maîtriser ces quelques règles ne servent pas uniquement à assurer sa survie touristique ou à acheter un pain au chocolat sans encombre. C'est en réalité le code secret, la combinaison du coffre-fort pour débloquer l'accueil, l'empathie et le respect au sein de la société française.
C'est exactement ça. Saisir le poids institutionnel du vous, comprendre l'élégance poétique des lettres que l'on ne prononce pas, ou s'exercer à apprivoiser la mécanique du R, ce n'est pas juste un exercice académique. C'est transformer radicalement la nature de son expérience sur place. C'est cesser d'être un visiteur hors sol pour devenir un acteur conscient des coutumes locales. C'est une excellente façon de synthétiser notre parcours. Ces fondations bâtissent le contrat social de la politesse, qui est vraiment le ciment indispensable à la cohésion d'une culture comme celle de la France. Et un ciment solide, en plus. Mais tu vois, si l'on prend un peu de recul, cela soulève une question d'une brûlante actualité. Nous venons de voir à quel point des concepts comme le rituel du bonjour ou la barrière protectrice du vouvoiement sont des garants incontestables de ce respect dans l'espace physique. Oui, dans la vraie vie. Mais face à l'essor foudroyant des communications numériques mondiales, face à ces plateformes et réseaux sociaux où l'immédiateté écrase la courtoisie, où le tutoiement règne en maître absolu dès le premier message et où les salutations formelles sont perçues comme une perte de temps, comment ces sociétés vont-elles évoluer ? C'est vrai que sur Internet, le vous a quasiment disparu. Ces espaces virtuels risquent-ils de transformer définitivement nos attentes, voire d'éroder à long terme cette précieuse architecture du respect et de la distance sociale dans le monde réel ? C'est une véritable zone de turbulence pour l'avenir de nos interactions, je trouve. Une turbulence fascinante qui pousse la réflexion bien au-delà d'un simple manuel de langue. C'est avec cette interrogation vraiment stimulante que nous allons clore notre analyse du jour. Merci à tous les esprits curieux d'avoir suivi cette exploration où la grammaire rencontre la vie sociale. Et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de nos sources.